Nickel. Donc, on peut commencer l'épisode 3 de ce Boost Camp et j'espère que, encore une fois, je pourrais vous apporter un maximum avec un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc, ce qu'on doit comprendre et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, et ça doit devenir logique pour tout le monde, c'est que tout est vente. Tout est vente. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou. J'ai l'impression que des fois, on a du mal à en parler, on a du mal à se l'avouer, mais vous devez comprendre tout type de business, il y a de la vente. Dans tout ce qu'on fait, il y a de la vente. Aujourd'hui, on a dit oui, dans le marketing de réseau, on ne parle pas de vente, on parle de recommandation. On recommande un service, on recommande une entreprise, on recommande des outils, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose qu'on vend et vous devez savoir ce que c'est. Il y a quelque chose que vous vendez, c'est la chose la plus importante, c'est vous-même. On se vend au quotidien dans la collaboration qu'on veut apporter, dans ce qu'on veut apporter à la personne, à notre interlocuteur. Et c'est extrêmement important de devenir un as de la vente. Vous ne devez pas avoir peur de ce mot-là. Vous ne devez pas essayer d'esquiver ce mot-là. N'importe quel projet, il y a de la vente. Et vous savez comment, en général, on dit qu'on trouve le projet et qu'on le lance de la meilleure des façons. N'importe quel entrepreneur va se poser quatre questions simples. Ce qu'on appelle, quand on met les 400, ce qu'on appelle l'ikigai. C'est trouver ce que j'aime. Numéro un, trouver ce que j'aime. Je vous parle dans l'aspect général en termes d'entrepreneuriat. Trouver ce que j'aime. Numéro 2, trouver dans quoi je suis bon, dans quoi je suis efficace, dans quoi je suis compétent. Numéro 3, trouver ce qui peut me rémunérer, ce qui peut me faire gagner de l'argent. Et numéro 4, trouver ce qui peut apporter à d'autres personnes, ce qui peut aider d'autres personnes, ce qui peut être utile, ce qui peut être un vrai besoin pour d'autres. Quand vous avez ces 4 points, on crée notre projet, on crée notre business, on crée notre entreprise, je vais répéter, et on la vend. Et on vend dans tous les business, dans tout ce qu'on fait, dans tout type de produit. Donc, les gars, c'est ce que j'aime, ce à quoi je suis bon, qui peut me rémunérer et ce qui peut apporter à d'autres personnes. Et si vous regardez bien en détail, vous allez voir que ce que j'aime et ce à quoi je suis bon, ça va faire votre passion. À quoi vous êtes bon et ce qui peut vous rémunérer, ça va faire votre profession, qui peut vous rémunérer et ce qui est un besoin pour les autres, ça va faire votre mission, etc. Vous allez voir vraiment les détails de comment ça fonctionne et comment vous trouvez l'IKEA qui est le point idéal. Mais quand vous trouvez ce que j'aime, ce dans quoi je suis bon, ce qui peut me rémunérer, ce qui peut apporter à d'autres, c'est là où vous pouvez avoir un sens à ce que vous faites, un sens à ce que vous créez. Et peu importe ce que vous allez mettre en place après, vous allez devoir le vendre. Ça passe par là. Donc, aujourd'hui, on doit en parler. C'est important. Et on doit être d'accord sur le fait que la vente, c'est quelque chose d'extrêmement utile et que quand on la maîtrise, on peut devenir un as sur beaucoup de choses. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai jamais eu de problème avec la phase 1. Ça veut dire que signer des personnes, lancer des personnes dans mon projet, avoir de nouveaux collaborateurs, ça n'a jamais été un grand problème. Mais, pour être très honnête avec vous, j'ai jamais eu beaucoup d'invités. Quand j'ai commencé le projet, je me rappelle de Yosina, je me rappelle, je voyais des gens qui faisaient des événements où ils amenaient 100 personnes, 200 personnes, des événements en ligne, 200 personnes. Ça n'a jamais été mon cas. Par contre, le peu de personnes que j'avais démarre le projet parce que je suis efficace dans le lancement. Et ça a été mon arme. Et je pense que si aujourd'hui tout le monde a ces armes-là, on va être 20 fois plus efficace sur tout ce qu'on construit. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Franchement, c'est des choses qui pour moi me paraissent des fois logiques et des fois je peux aller un peu vite, mais qui sont en vrai assez minutieuses. Donc si j'ai besoin de répéter certains points, n'hésitez pas parce qu'on rentre vraiment, vraiment dans le détail. OK? Donc, la première chose qu'on va avoir et qu'on doit aborder pour vraiment comprendre comment on va avoir ce système de vente qui est efficace, c'est la compréhension générale de l'humain. Au niveau de l'ikigai, les gars, ce n'est pas très important. Restez concentrés sur la suite. La compréhension générale de l'humain. Donc, savoir comment l'humain il fonctionne. Savoir que l'humain, il achète des histoires. Savoir que l'humain, il achète des émotions. Savoir que l'humain, il réagit quand il a peur de perdre quelque chose. Donc, comprendre l'humain, c'est votre premier job en termes d'analyser l'humain, de savoir comment il fonctionne, savoir aujourd'hui comment on va pouvoir le découvrir de la meilleure des façons. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si les humains ont énormément de points communs, quand je parlais d'histoire, d'émotion, de peur de perdre, etc., on pourra en reparler, c'est que chaque humain est différent. Et c'est pour ça que la partie sûrement la plus importante, c'est de pouvoir avoir l'étape numéro 1 d'un closing, d'une vente, une phase de découverte. Et elle est vraiment, vraiment importante. Et j'espère qu'on va pouvoir rentrer en tête pour que chacun puisse s'améliorer là-dessus.
La phase de découverte, c'est la phase d'analyse que j'ai par rapport à la personne que j'ai en face de moi, qui va me permettre de rassembler toutes les armes pour que je puisse avoir la communication la plus efficace et la plus fluide possible. Je vais m'intéresser à quoi dans ma phase de découverte? Je vais m'intéresser forcément aux ambitions de la personne, à ce que la personne veut devenir, à ce que la personne veut faire, à ce que la personne veut avoir, mais surtout, à ce que la personne est, à qui elle est. Et ça passe par plusieurs choses qu'on a vues. On a parlé, vous avez sûrement entendu parler des couleurs de personnalité. Donc, on va avoir différents types de personnes avec différents types de couleurs. Une personne qui est rouge, une personne qui va être sûrement plus être dans le challenge, dans le concret, dans les résultats. Un bleu qui va plus être dans l'humour, qui est une personne assez sociable, qui va être une personne qui arrive à rigoler, etc. Un jaune, une personne un peu plus empathique, qui est proche de l'humain, qui est des fois un peu plus sur tout ce qui est plan humanitaire, etc. Et une personne verte qui est un peu plus dans le détail, dans l'organisation, dans vraiment l'analyse de chaque point, etc. Mais le rouge, c'est une personne qui peut avoir beaucoup d'ego, qui peut vouloir aller trop vite, qui est parfois têtu. Le bleu, c'est aussi une personne qui n'arrive pas à être sérieux, qui n'arrive pas à avoir une bonne attitude. Le jaune, c'est aussi une personne des fois qui n'arrive pas à s'imposer, qui n'arrive pas à avoir un certain caractère, à prendre certaines décisions. Et le vert, c'est une personne des fois trop lente pour agir, pour passer à l'action. Chaque couleur, il n'y a pas de couleur bonne et de couleur mauvaise. Chaque couleur a des qualités comme des défauts. Vous, en tant que leader, en tant que vendeur, entre guillemets, vous devez devenir un arc-en-ciel. Vous devez avoir tous les points possibles de chaque couleur. Et à chaque fois, j'essaie de me dire, il faut que les gens ils ne puissent pas trouver mes couleurs. Ils puissent se dire, mais Eric, il est bleu, il aime bien rigoler. Eric, il est rouge, il est toujours dans le challenge, toujours à fond. Eric, il est jaune, il prend le temps, les humains, etc. Eric, il est vert, il est dans le détail. Je veux être un arc-en-ciel et je veux tirer le bon côté de chaque couleur. Mais sur la personne qui est en face de moi, qui est beaucoup plus naturelle, qui ne connaît pas tout ça, elle va avoir tendance à faire ressortir certaines couleurs. Automatiquement. C'est mon job d'analyser ça et de pouvoir l'utiliser au mieux par rapport à ma communication. Je ne peux pas mettre la pression, je ne peux pas mettre de l'excitation sur une personne jaune. Je ne peux pas mettre de l'urgence sur une personne. Je ne peux pas parler dans les détails, dans les petites données à une personne rouge qui veut que je parle d'argent et de choses concrètes. Donc, je vais analyser cette couleur. Au-delà de tout ça, il y a des canaux de communication. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles. Donc, quand je vais commencer à parler, je vais prendre des exemples, je vais essayer d'avoir des images, je vais essayer de donner des descriptions. Il y a des personnes qui sont plus auditives. Donc, ça passe même dans les bruits, dans mon timbre de voix, dans mon discours, dans ce que la personne va entendre. Et il y a des personnes qui sont plus kinesthésistes. Ça, c'est plus les émotions, le ressenti. Il va communiquer à travers aussi. Quand je vais dire, ça, c'est dur, ou ça, j'ai aimé. C'est là où on ressent plus les choses. Pareil, je vais m'adapter à ça. Et vous pensez que ces détails ne sont pas importants. Ils sont importants. Pourquoi des gens ne le dupliquent pas assez? Parce qu'ils le font automatiquement. Ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui est efficace dans leur façon de communiquer, c'est qu'ils arrivent énormément bien à gérer ça automatiquement avec la compétence inconsciente. Pareil, il y a des personnes qui sont sensibles à différentes substances chimiques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais aujourd'hui, l'humain, il veut obtenir plusieurs substances chimiques. Pareil, vous avez raison, les 4 couleurs de personnalité pour Tom Big Hall, je vous conseille d'aller chercher directement dans le livre, vous allez avoir les informations beaucoup plus en détail. Donc, et pareil, pour les substances chimiques, je l'avais vu une fois il me semble, Pourquoi les leaders se servent en dernier, et vous allez comprendre qu'il existe plusieurs substances que certaines personnes recherchent, comme par exemple, la dopamine. C'est la substance de l'accomplissement. C'est quand on veut réussir une tâche. C'est quand on veut aller au bout de quelque chose. Vous voyez, quand vous passez votre position, ça vous est déjà arrivé, et que vous avez votre flyer, et qu'on vous dit félicitations, et que vous êtes reposté dans les groupes, et que vous êtes reposté dans les stories, là, à ce moment-là même, vous ressentez de la dopamine. C'est exactement ça. Il y a cette substance d'endorphine. Donc, ça, c'est à la base l'effort physique. La personne qui va à la salle de sport et qui aime travailler, c'est l'endorphine qu'elle sécrète. Pareil, c'est une personne qui va être apte à travailler, à passer des journées, à faire des efforts, à bosser plus, à avoir une meilleure éthique. Parce que c'est des personnes qui ont envie de sécréter ces substances-là. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus attirées par ce qu'on appelle la sérotonine. C'est la substance qu'on reçoit quand on a de la reconnaissance, quand on est mis en valeur, quand on a une certaine fierté sur quelque chose. Et la dernière, c'est l'ocytocine. Ça, c'est la substance de l'amour. Entre guillemets, quand j'apporte du bonheur, quand je rends heureux quelqu'un, quand je rends un service, quand j'aide une personne, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une personne, elle marche, elle fait tomber son portefeuille.
toi, tu l'as vu derrière, tu la ramasses et tu lui dis, tiens, bah, tu as fait tomber ça. Tu as ce petit ressenti de t'es content, bah, c'est de l'ocytocine. OK? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le but, c'est que pour qu'une personne elle soit accomplie, elle soit heureuse, il faut qu'elle ait un peu de chaque chose et que je sache comment, sur mes discours, je vais pouvoir lui apporter tout ça. Donc, bref, j'ai cette première phase qui est la phase de découverte. Et ma phase de découverte, l'objectif, c'est que je puisse comprendre la personne elle est plus attirée par quelle substance. La personne, elle veut utiliser quel canal de communication je dois utiliser. Quelle couleur de personnalité je dois utiliser. Pour que, si c'est une personne triangle, je puisse parler avec des triangles. Parce que si je parle avec des carrés face à une personne triangle, sur un puzzle, j'ai beau le tourner dans tous les sens, le carré ne rentre pas dans le triangle. Ça, c'est un point important. Maintenant, au-delà de tout ça, quand je parle de ces ambitions, moi, il y a des questions que j'aime beaucoup poser aux personnes que je rencontre. C'est du genre, bah, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je ne suis pas conseiller d'orientation. Quand je dis qu'est-ce que tu veux, c'est au mieux, si l'échec n'existe pas, si tu as l'argent illimité, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je veux qu'elle me raconte son rêve. Et quand elle me raconte son rêve, je veux savoir, donc je sais son objectif, je veux savoir pourquoi tu ne l'as pas. Parce que vous êtes d'accord avec moi que on a des personnes minimum de 18 ans, il y a chaque rêve, il y a déjà une personne du même âge que toi qui l'a atteint. Donc, qu'est-ce que cette personne a fait que toi, tu n'as pas fait? Pourquoi cette personne l'a eu et toi, tu ne l'as pas eu? Et là, elle va commencer à vous citer, à vous donner ses défauts. Bah, écoute, moi, j'ai hésité, j'avais un peu peur, je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas trouvé les bonnes personnes, je n'ai pas osé. Elle donne toutes les armes pour que toi, tu saches sur quoi tu dois appuyer, pour que toi, tu puisses rebondir dessus. Si j'ai envie d'avoir encore plus d'armes, encore mieux comprendre ma phase de découverte, je vais lui poser une question, je vais dire, écoute, j'aimerais savoir, tu es quel genre de personne? Vous savez, c'est une question extrêmement vaste. Et je veux que la personne, elle se décrive. Parce que pour moi, c'est important de savoir la personne que j'ai en face de moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour la production, pour le closing, ça fonctionne pareil. Un bon closer, il va peut-être faire son discours, mais un excellent, il va s'adapter à chaque personne. Donc, première chose, c'est la phase de découverte que je vais avoir dans mon closing. Deuxième chose, sur mon closing, ça va être le question-réponse. Forcément, je vais devoir répondre à ces questions. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart des gens qui finissent une présentation n'ont pas de questions. Ils n'ont pas de questions parce qu'il y a eu beaucoup d'informations et ils ne savent pas par où commencer leurs questions. Mais c'est à vous de faire en sorte qu'ils aient des questions parce que chaque question qu'ils posent, c'est un bâton en plus pour que tu puisses avoir un argument de qualité, pour que tu puisses le rassurer sur un domaine. Il faut que les personnes posent des questions. Et il faut que dans tes réponses, bah, tu puisses être le plus pertinent, le plus efficace et avoir la meilleure communication. Une personne me pose une question, écoute, ça c'est de l'arnaque, je ne vais jamais lui dire non, ce n'est pas du tout comme ça. Je vais toujours utiliser cette technique de sandwich où, écoute, c'est une bonne question, ou oui, tu as raison de penser comme ça, mais c'est ça, la vérité, c'est ça, ça tu as tort, ça c'est pas bon, ça fonctionne comme ça. Et pour finir, mais par contre, oui, tu avais raison de penser comme ça. C'est oui, non, oui. Donc, on pourra revenir sur le détail. Là, je vous parle vraiment des axes principaux. Donc, elle me pose des questions, questions-réponses. Et ensuite, j'ai mon lancement. Forcément, je dois avoir ce discours et dans ce closing, je dois pouvoir pousser la personne à passer le cap. Pousser la personne à se lancer. Accompagner la personne à se lancer. Vous savez, le cerveau, quand il doit dépenser de l'argent, il a toujours cette phase de culpabilité. Et c'est comme si demain, vous allez au magasin, vous voyez une chaussure, c'est absolument pas prévu, mais vous avez kiffé sur une chaussure, vous voulez l'acheter, vous êtes tout seul, vous savez que vous n'avez pas trop d'argent en ce moment, que ce n'est pas une dépense raisonnable. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que ça m'a dit que ma connexion était instable. OK. Que vous voulez acheter une paire de chaussures, ce n'est pas une dépense raisonnable. OK, vous le faites quand même. Si ça bug, vous me dites. Vous le faites quand même. Et quand tu fais l'achat, bon, tu es content, tu as paire de chaussures. Mais au fond de toi, tu as ce petit sentiment de j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'imagine la même situation où tu as ton ami à côté de toi qui te dit vas-y, fais-le, achète-la, elle va hyper bien, c'est parfait pour toi, t'inquiète pas, tu peux dépenser, bah, tu le fais et tu te sens beaucoup mieux. Parce que la personne t'a rassuré, parce que la personne t'a accompagné. C'est votre rôle. Quand on dit closing, on dit aide à la décision. Si tu n'es pas là pour dire à la personne lance-toi, fais la chose, bah, ça ne fonctionnera jamais. Et je n'ai pas envie de beaucoup m'étaler plus sur la façon de closer parce que je pense qu'il n'y a pas de façon idéale dans la forme cette fois-ci. Mais par contre, dans le fond, c'est extrêmement important. Parce que pendant longtemps, j'ai voulu dupliquer un closing qui fonctionnait extrêmement bien pour moi et j'ai essayé de dupliquer en disant écoute, tu vas dire ça, après tu vas dire ça, après tu vas dire ça. Les gens font exactement la même chose, mais ça ne fonctionne pas. C'est comme je l'ai dit hier, c'est
Je duplique une compétence qui m'appartient, les gens recopient la même chose, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas rendu compte que dans le fond, j'avais beaucoup de choses qui étaient différentes. Et c'est là où je vous demande de vraiment vous concentrer et je vais aborder les 6 points qui, pour moi, sont essentiels à un bon closing que vous devez comprendre et qui vont être vos armes les plus importantes pour savoir comment aujourd'hui vous êtes efficace quand vous devez vendre quoi que ce soit. OK? Donc, si vous êtes OK, on commence par ça. Donc, vous avez la forme de votre closing, peu importe la forme qu'il a et dans quel sens vous le faites. Ce qui est important, c'est de garder ces notions que je vous donne. La première, c'est la cohérence. La première chose, c'est que tu te dois d'être cohérent. Le cerveau, il se trouve tout le temps des excuses si on lui met un discours qui manque de cohérence. La personne, elle va réussir à justifier de toutes les façons, même ce qui n'a pas lieu d'être, pour faire en sorte que ton information qui n'est pas cohérente ne soit pas une priorité dans sa vie. Si tu cherches à faire trop compliqué et que tu t'en mêles dans ce que tu veux exposer à la personne, tu t'en mêles dans le message principal, que ton discours manque de cohérence, je suis sûr que tu as perdu la personne dès le début. De plus, si toi, tu es cohérent, la personne en face de toi va l'être aussi. Parce que c'est l'attitude qu'elle va adopter quand tu as la même. Aujourd'hui, être cohérent, quand je dis il va être cohérent, ça veut dire quoi? C'est quand tu vas lui dire, bah, écoute, si les actions que je vais te faire donner peuvent t'apporter tel résultat, tu le fais? Oui. Si d'autres l'ont fait, est-ce que tu peux le faire? Oui. Alors, est-ce que tu te lances? Oui. Et le but, c'est de garder ce fil conducteur pour que vous puissiez avoir un discours épuré, un discours simple, une cohérence dans tout ce que vous apportez et que ça puisse être le plus efficace possible. C'est le premier point, la cohérence. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Et la réciprocité, oui, il y a une première partie qui est la plus logique, celle qu'on a de l'effet miroir. Pour favoriser une communication, il faut des similarités, il faut que la personne se reconnaisse dans vous, etc. Il n'y a pas de souci. Mais la réciprocité, ça va plus loin que ça. La vraie réciprocité, elle part du principe que aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, c'est considéré comme normal que le fait de recevoir, ça te crée une dette. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand tu reçois, indirectement, tu te crées une dette par l'acte que la personne en face de toi a fait. Je vous donne un exemple. Si demain, je pense à une personne d'entre vous et que c'est son anniversaire, je vais lui dire, écoute, bon anniversaire, etc., longue vie à toi, plein de bonnes choses, etc. Ton cerveau, automatiquement, il se dit, ah, merci, il est gentil, il a pensé à moi, il faut que je pense à lui. Il faut qu'en son anniversaire, que je lui rende l'appareil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la dette que je t'ai créée en disant mon anniversaire. Si un jour, je mange avec une personne et je dis, tu sais quoi, je t'invite, je te paye. La personne, elle se dit, j'aimerais bien, bon, à part si il y en a, c'est des rares, mais la personne se dit, j'aimerais bien un jour lui payer aussi. J'aimerais bien aussi lui rendre l'appareil. Ça, c'est la dette. Quand vous rendez un service, quand vous apportez à une personne, qu'il le veuille ou non, vous lui créez une dette. Et la réciprocité, elle te force à endetter la personne pour qu'elle puisse avoir ce sentiment de devoir te rendre. Parce que quand je fais comprendre à une personne que pour elle, j'ai pris du temps, je lui ai expliqué, j'ai refait des appels, j'ai donné de mon cœur, j'ai donné de mon énergie pour lui faire comprendre ce business, pour qu'elle se lance au mieux dans ce business, pour qu'elle puisse être dans les meilleures conditions, que je l'ai mis en relation. Je vous assure que juste par ce sentiment, la personne a envie elle va vouloir se lancer. Parce qu'elle va se dire, je ne peux pas, après tout ce qu'il a fait pour moi, ne pas le faire. Est-ce que ça vous paraît logique? Je suis sûr que ça vous paraît logique. Mais que la plupart du temps, vous ne vous rendez pas compte que vous ne l'utilisez pas à bon escient. Donc, deuxième point, la réciprocité. Troisième point, la preuve sociale. Et vous devez savoir une chose. La vérité, c'est les autres. Ça veut dire que vous, quand vous êtes en train de faire votre présentation, quand vous êtes en train de faire votre closing, vous êtes le vendeur. Le prospect vous voit comme le vendeur. Donc, automatiquement, son cerveau se méfie du discours que vous avez, se méfie de ce que vous lui apportez, se méfie des informations que vous lui donnez. Et il est beaucoup plus apte à aller chercher la vérité chez quelqu'un d'autre. Vous voyez, à la fin d'apprentissage, la personne nous dit, je vais réfléchir. Mais réfléchir à quoi? Ça fait 4 ans que je suis là, que je peux te donner tous les renseignements que tu veux. Si tu veux réfléchir, viens, on le fait ensemble tout de suite. Pourquoi la personne veut quand même réfléchir? Parce qu'elle veut aller réfléchir ailleurs que juste dans toi, tes mots, que juste dans toi, ce que tu lui apportes. La personne, elle veut des témoignages. Comme je vous l'ai dit au début, les gens achètent des histoires, les gens achètent des émotions, les gens achètent des témoignages, les gens achètent des preuves sociales. Vous devez en abuser parce qu'on en a tout le temps. Pourquoi Guillaume, il se cache la tête à nous dire pose ça dans les stories, pose ça dans les groupes pour créer de la preuve sociale? Parce que cette preuve sociale, elle donne une crédibilité que toi, tout seul, face à ton prospect, tu ne peux pas lui donner. Parce que la défense
il s'est mis sur la défensive par rapport au projet que tu lui présentes, et ça, tu ne pourras pas lui enlever. Donc, il faut que tu puisses abuser de la preuve sociale, il faut que tu puisses utiliser le groupe, il faut que tu puisses utiliser l'environnement pour être efficace. Et je vais te dire une chose en plus de ça, c'est que l'individu adore adopter le mouvement de la foule. Vous avez déjà vu cet exemple où vous êtes en cours, il y a une personne qui dort et tout le monde applaudit, la personne se réveille et applaudit directement. Mais parce que les gens ont envie de faire comme tout le monde, les gens n'ont pas envie trop de se différencier, les gens n'ont pas envie de faire tâche, les gens n'ont pas envie de se mettre en avant pour tout et n'importe quoi. Si tu montres autour de lui que des personnes qui se lancent, que des personnes qui ont envie de certains objectifs et pour leur objectif, font ci, font ça, font ci, font ça, et que toi, tu es exactement pareil que eux, mais tu ne le fais pas, c'est là où il se trouve, lui, différent. La plupart du temps, le prospect trouve les personnes dans ce projet différents. Il faut inverser cette tendance. C'est les personnes dans ce projet-là qui sont logiques et qui sont normales. C'est toi qui es différent. Parce que regarde tout le monde qui le fait. Parce que regarde tous les comportements logiques. Parce que regarde toutes les preuves que tu as autour de toi. Qui est différent? Qui ne raisonne pas logiquement? C'est toi. C'est à partir de là, la personne va vouloir se lancer. C'est à partir de là où la personne va avoir une vraie remise en question et va pouvoir faire confiance à d'autres choses qu'à tes mots. C'est le troisième point. Quatrième point. Est-ce que vous me suivez? OK. Quatrième point, la sympathie. Et tout ce que je vous donne est à prendre avec des guillemets. La sympathie, ça veut dire qu'on a toujours plus envie d'exécuter une requête qui est demandée par une personne sympa, par une personne gentille, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il faut être trop gentil avec les personnes, mais apprendre à créer une relation, c'est essentiel. Et ça, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous donne, mais il faut que la personne puisse aussi ressentir ce sentiment d'amitié, ce sentiment de similarité, ce sentiment où vous comprenez la personne, ce sentiment où vous avez été dans sa situation. Et c'est pour ça que je vais pouvoir avoir une facilité à créer une relation par les compliments, par les similarités, par tout ce que je peux mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, la personne ne doit pas voir un écart entre lui et moi en termes de ce qu'on est capable de faire. Beaucoup de gens vont se penser pas aptes à pouvoir suivre ce projet, pas aptes à pouvoir lancer leur propre business, pas aptes, pas assez compétents pour pouvoir emmener sur leurs épaules les responsabilités de démarrer l'entrepreneuriat. Ils doivent comprendre que vous êtes la même personne et que de cette façon-là, ça vous tient à cœur de pouvoir l'aider. Être sympathique, entre guillemets, ça ne veut pas dire être hypocrite ou être faux, ça veut dire être empathique et comprendre la personne qui est en face de soi. L'empathie, c'est la compréhension des sentiments d'autrui. Et on veut avoir ce business-là. On veut avoir un business en interne où les uns veillent sur les autres, où on sent de la sécurité par rapport à tout ce qu'on met en place. C'est le quatrième point. Et le cinquième point, et je l'ai noté juste après, exprès, pour que vous compreniez un peu la corrélation et l'équilibre à avoir, c'est l'autorité. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, quand tu tombes dans cette sympathie, des fois, la relation ou ce que tu peux créer, la personne peut en abuser et peut ne plus te prendre au sérieux et peut avoir un comportement qui est plus apte à une avancée professionnelle idéale. Et c'est parce que toi, tu dois donner cette sympathie avec de l'autorité. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'expérience de 1000 grammes. Je viens d'y penser. Ça veut dire que je n'ai pas l'exemple en tête exact, mais je vous invite à aller sur Internet ou dans des livres. Elle est pas mal expliquée. Mais c'est une expérience qui montre que sous l'autorité, le comportement perd de sa logique. Et la personne que vous avez en face de vous, elle a une logique qui n'est même pas logique en réalité. On l'a dit, elle va acheter pour des émotions. Nous, on veut qu'elle achète pour des émotions. Et cette autorité, elle te permet aujourd'hui de lui donner ses émotions et d'avoir ce contrôle sur l'appel. L'expérience de 1000 grammes, c'est une expérience où ils ont pris des cobayes pour une expérience. Ils ont dit qu'on avait besoin de personnes pour tester certaines choses, de bénévoles, de volontaires, etc. Des personnes se sont proposées et ils sont arrivés dans une salle où tu avais des juges sur une table à côté d'eux, vraiment très professionnels, vraiment très carrés, etc. Tu avais une sorte de plaque, une sorte de planche électrique où il y a des boutons et on peut changer les volts, etc. Et tu avais un cobaye, en vrai, qui était un acteur, mais qu'on décrivait comme cobaye, comme une personne lambda, qui était assise sur une sorte de chaise électrique avec des électrodes, etc. Et en fait, le volontaire, le bénévole, il devait venir et on lui demandait de baisser les interrupteurs
pour envoyer des décharges électriques à la personne assise sur le siège d'en face. Et c'est-à-dire que quand tu commences, il y a marqué peut-être 5 volts, tu lui envoies la première décharge et ça ne lui fait quasiment rien. Et plus tu descends dans les interrupteurs, plus le volt il est énorme. Et forcément, bah, la personne, les juges étaient en train de lui dire, allez, continue l'expérience. Donc, les personnes envoient des charges et quand ils voient que la personne en face, elle souffre vraiment, elle commence à vraiment tordre de douleur, etc., ils ont envie d'arrêter. Mais face à l'autorité, des personnes qui leur disent, non, continue, c'est l'expérience, s'il te plaît, ne fais pas perdre de temps, ça fonctionne comme ça, ne t'inquiète pas, c'est logique. Bah, les personnes, ils perdent de leur logique. Ils étaient prêts à abîmer la vie, la santé d'une personne qui est en face de eux, juste par rapport à ça, juste par rapport à l'autorité qui était imposée dans un certain contexte. Le call, moi, je veux que la personne elle ait une sympathie, je veux qu'elle ait une relation, je veux aussi qu'elle comprenne aujourd'hui que je n'ai pas de temps à perdre. Et c'est une chose que je lui dis à la personne. Au moins une fois dans mon closing, je dois lui montrer cette autorité. Je lui dis, écoute, il me reste 5 minutes à t'accorder, donc je n'ai pas envie de perdre plus de temps, ou je dois lui faire comprendre aujourd'hui qu'il y a un certain professionnalisme qu'on doit garder et que c'est important qu'on garde ce fil conducteur. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de nos chairman, vous vous rendez compte que quand vous avez une personne comme ça en face de vous, avec autant de prestance, qui prend du temps pour vous expliquer un appel, vous expliquer un projet et qui derrière lance-toi, tu n'as pas envie de dire non, juste par rapport à l'autorité. Et c'est un point qui est extrêmement important. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Nickel. 6e point et dernier point, c'est sûrement l'arme la plus efficace du closing, la rareté. Donc, on doit garder dans n'importe quelle condition, on n'était pas au 4. Ok, nickel, quelqu'un qui a pu l'écrire. 6, la rareté. On doit regarder dans n'importe quelle condition cette position d'offreur. Il faut que la personne elle sente un discours où je n'ai pas forcément besoin d'elle, où je peux bosser avec n'importe qui. Parce que ça, on doit le comprendre. L'élève a besoin de son mentor, mais le mentor peut choisir. Ok, nickel. Ok, le son s'était coupé. Normalement, là, c'est bon. Donc, comme je vous le disais, l'élève a besoin de son mentor, mais le mentor peut choisir n'importe quel élève. Et en fait, ça doit être constant dans votre closing. L'effet de rareté, l'effet que la personne elle a une opportunité en face des yeux. Une opportunité, ça vient avec un timing. Le timing, il n'est pas toujours idéal par rapport à la vie de chacun. Mais le timing, si tu passes à côté, tu peux te créer énormément de regrets. Et comme je vous l'ai dit au début, la personne va plus réagir quand elle a à perdre que quand elle a à gagner. Vous devez changer ce discours-là. Parce que si on te dit, bah écoute, à ce qui paraît, en faisant ça, tu peux peut-être gagner 1 000 euros sur ton compte, ou si on te dit, si tu ne fais pas ça, tu vas être débité, tu vas perdre 1 000 euros, bah, le perdre 1 000 euros, il te fait beaucoup plus peur. Pourtant, c'est la même somme. Donc, comprenez que cette rareté, c'est un point essentiel que vous devez garder dans votre closing. Et j'ai fait des closings où je disais à la personne, écoute, je ne sais pas si je vais pouvoir te sélectionner. Et je raccrochais et j'attendais 1 jour, 2 jours avant de lui donner la réponse. Est-ce que moi, j'ai envie de bosser avec elle? Et dans chaque closing que je fais, les personnes qui travaillent avec moi, ils savent que, OK, je parle du trading, je parle du marketing, mais je veux bien comprendre à la personne. Le plus gros avantage que tu as en t'inscrivant dans IA Master Academy, c'est de pouvoir bosser avec moi. C'est de pouvoir faire en sorte que je prenne du temps à t'accorder pour t'obtenir des résultats. Parce qu'au-delà d'avoir des résultats, j'ai fait avoir des résultats à d'autres personnes. Donc, je le ferai aussi avoir à toi si tu le mérites, si tu en vaut la peine, si on est aligné là-dessus à 100%. Donc, le but d'un closing, c'est de soumettre une offre que la personne ne peut pas refuser. Le but du closing, c'est de soumettre une offre que la personne ne peut pas refuser. Et ça, c'est dans votre attitude. Ça va plus loin que juste le discours, que juste le script, que juste la question-réponse. Ça va dans chaque détail que vous pouvez avoir avec l'humain. Parce qu'encore une fois, le relationnel l'humain, c'est sûrement la chose la plus difficile à gérer de notre business. Mais quand vous comprenez ça, quand vous devenez un as de la vente, je vous assure que le business non seulement est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus passionnant, mais devient beaucoup plus efficace par rapport à tout ce que vous mettez en place, par rapport aux initiatives que vous pouvez créer. Et ça va développer votre aura, votre façon de faire, votre façon de vous exprimer. Comprenez une chose, cette vente, ce closing, ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau. C'est dans n'importe quel business. On est impressionné par des entrepreneurs qui ont cette attitude, ce discours, cette capacité à pouvoir parler, cette capacité à pouvoir apporter une affaire sur la table, à pouvoir lancer une personne dans un business, à pouvoir se créer des collaborateurs. Donc, pour moi,
Aujourd'hui, le closing, c'est une des armes qui va être le plus importante pour que vous puissiez, encore une fois, comme je le disais hier, faire tourner votre moteur, faire accélérer votre business. Et ces points-là qu'on a abordés, vous devez les maîtriser de la meilleure des façons. Donc, bien évidemment, si je reprends un cadre, et je vais finir parce que je ne vais pas faire un call trop long, je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Si je reprends un cadre, genre cette phase de découverte qui est extrêmement importante, je vais prendre toutes mes armes parce que c'est là-dessus que je vais pouvoir appuyer. Je vais prendre toutes mes armes parce que c'est là-dessus que je vais pouvoir rebondir. Parce que la personne, si je suis cohérente, va garder une cohérence et que si elle m'a dit A au début du call, elle me dira A à la fin du call. Donc, phase de découverte. Question-réponse. Mon but est de rassurer la personne. Chaque personne vient sur une présentation, vient sur un call avec un sac de peur. Comprenez, il n'y a pas de mauvaises personnes. Même les personnes qui critiquent le projet, qui ne sont pas d'accord, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ce sont juste des personnes qui ont un plus gros sac de peur. Mon but, c'est de vider ce sac de peur. Si la personne, elle ne pose pas de questions, elle a juste gardé son sac de peur. Si toi, tu penses que parce qu'elle ne pose pas de questions, elle a compris, tu fais une grave erreur qui va t'empêcher de faire le démarrage. Donc, tu dois vider ce sac de peur. Et ça passe par poser des questions et donner des réponses. Je ne suis pas fan du objection, de toutes les objections, toutes les réponses préorganisées par rapport à chaque question. Mais je pense encore une fois que ça dépend vraiment de l'humain que vous avez en face de vous et que vous devez vous adapter à chaque fois et que c'est une des qualités que vous allez avoir. Mais en tout cas, c'est sûr que vous devez prendre du temps à répondre à tout ça. Et vous devez comprendre que être conforme, ça veut dire être comme tout le monde, c'est-à-dire faire pareil à chaque fois. S'adapter, ça veut dire faire différemment à chaque fois. Ça veut dire avoir un comportement qui est différent à chaque situation. Vous ne devez pas être conforme, vous devez vous adapter. Et ça rentre dans votre façon de faire le closing. Donc, je réponds aux questions. Derrière, j'ai ma trame et j'ai mon business. Comment je peux l'amener de la façon la plus simple? Ne cherchez pas à avoir tous les discours, toutes les métaphores pour dire à une personne, c'est l'heure de te lancer. C'est l'heure de payer, c'est l'heure de démarrer ton projet. Parce que si ça ne paraît pas logique pour vous, comment ça peut paraître logique pour la personne en face de vous? Si vous avez peur de dire à une personne de sortir sa carte, de payer, de démarrer, de se lancer, mais vous transmettez cette peur à la personne qui est en face de vous directement. Donc, rendez ça de plus en plus logique en vous rendant compte à quel point votre projet est incroyable, à quel point votre prix est ridicule et à quel point aujourd'hui, c'est une opportunité pour la personne qui est en face de vous de pouvoir se lancer. Il n'y a pas d'ordre par rapport aux 6 points que j'ai donnés qui sont, du coup, je répète, il y a réciprocité, cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité et rareté. Il n'y a pas d'ordre, c'est une attitude. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de phrase, c'est une attitude. Mais vous devez les utiliser, l'apprendre. Et si vous voulez encore un livre par rapport à ça, il s'appelle Influence et manipulation. J'espère que c'est bon pour vous. J'espère que c'est clair pour vous. Encore une fois, le closing, vous allez l'améliorer en le répétant encore et encore et encore. C'est parce que je suis tombé face à des gens beaucoup plus forts que moi, qui m'ont mis dans une situation où je ne savais plus quoi dire, où je ne savais plus quoi apporter sur la table, où je ne savais plus comment répondre, que j'ai pu améliorer mon closing. C'est parce que j'ai eu des noms et que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur à tel ou tel moment, que j'ai perdu l'attention de la personne à tel ou tel moment, que j'ai laissé tomber la personne, que je n'ai pas été assez vif à tel ou tel moment, que j'ai pu améliorer mon closing. Donc forcément, malgré tout ça, c'est votre répétition. Si j'ai un conseil à vous donner, aujourd'hui, je n'ai pas d'exercice en particulier à vous faire faire, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est que essayez de pouvoir les mettre en action le plus rapidement possible quand c'est encore à chaud dans vos esprits pour que vous puissiez vous rendre compte de la chose. La plupart du temps, quand on parle, on ne fait pas attention à est-ce que la personne elle est telle couleur, elle est telle couleur, elle est telle couleur. Il faut que ça reste dans votre état d'esprit pour que vous puissiez le rendre efficace et que vous puissiez l'utiliser le plus rapidement possible. J'espère que ça a été clair, j'espère que ça a été efficace. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup trop plus longtemps parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Merci à vous. On se trouve demain. Encore une fois, on passe sur un niveau P1000 et plus pour demain, mais je vous invite tous à pouvoir le suivre parce que c'est des choses qui vous serviront forcément. Je vous dis à demain. Passez tous une très bonne soirée et à bientôt la team. Ciao.